bien bonsoir, merci pour votre accueil. Donc je m'appelle Kevork Chaparian. Je travaille depuis une trentaine d'années pour le groupe Bolloré, que vous connaissez tous je pense, dans sa division transport et logistique. Aujourd'hui j'interviens en tant que conseiller du commerce extérieur de la France. Je pense que vous avez dû être informé de l'activité des conseillers du commerce extérieur. J'ai compris qu'il y avait entre 4 ou 5 interventions par an. Les conseillers du commerce extérieur, ce sont des personnes c'est du bénévolat et ayant pour mission de favoriser les exportations françaises de par le monde. Donc en général, comme vous le savez, on est à peu près 3500 dans le monde, la moitié à l'étranger, l'autre moitié en France, répartie dans les régions. Et notre rôle par région, c'est de parrainer les universités et les écoles pour vous apporter notre témoignage en tant que dans nos parcours professionnels. Et également, on a une deuxième mission qui consiste à parrainer les PME et leur faire part de leur expérience, de leur donner des conseils afin de développer leur exportation. En ce qui me concerne, j'ai un parcours qui est plutôt un parcours d'expatrié, puisque je suis rentré donc dans le groupe Bolloré à 30 ans et au bout de 2 ou 3 ans, il m'a été donné l'opportunité d'aller d'ouvrir un bureau en Asie à Taïwan. Donc j'ai ouvert le bureau et au bout de 3-4 ans, on avait à peu près une trentaine de personnes. À l'issue de ces 4 ans, j'ai été nommé responsable régional basé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, ayant pour rôle pour développer l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Évidemment, la proximité de Dubaï et puis l'essor de Dubaï a fait qu'il m'a été demandé d'aller à Dubaï. Et je suis resté 11 ans à Dubaï, avec l'essor tout particulier de ce petit émirat que je pense que vous connaissez tous, mais il y a à peu près une vingtaine d'années, Dubaï n'était pas encore tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Pour terminer, il m'a été demandé d'aller au Liban, toujours responsable de la région parce que nous avions un bureau au Liban qui ne marchait pas très bien. Ils ont jugé que j'étais capable de redresser le bureau, chose que j'ai faite. Et ensuite, les années ont passé et je suis rentré en 2007 au siège dans le groupe Bolloré. Et maintenant, je suis responsable donc des comptes stratégiques. C'est quoi les comptes stratégiques? Ce sont des comptes que nous ciblons au niveau mondial. Et dans la mesure où il y a des transports à réaliser sur les 3 continents, au minimum 3 continents, Asie, Europe, États-Unis par exemple, le continent américain, avec des multinationales, donc nous ciblons ces sociétés et nous essayons de les rentrer comme clients en leur présentant, en leur indiquant que nous sommes un réseau mondial et que nous pouvons leur apporter les services qu'ils demandent au niveau des transports. Alors, j'ai préparé mon intervention en deux thèmes différents. Le commissionnaire en transport international, qu'est-ce qu'on fait, qui nous sommes, quel est le rôle du commissionnaire en transport international? Alors en anglais, c'est freight forwarding. Nous sommes donc ici à l'international, et évidemment la langue anglaise, c'est un outil, c'est même pas une langue, c'est un outil. Celui qui ne maîtrise pas la langue anglaise ne peut pas évidemment soit faire de l'export, soit travailler dans le commerce international, soit dans les transports internationaux. Et le deuxième que j'ai donné, donc une fois que vous saurez ce que c'est un commissionnaire en transport international, eh bien je vous donne un exemple, c'est le groupe de Bolloré Logistics, qui s'appelait il n'y a pas encore très longtemps SDV, et bien avant SCAC. Et aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2016, on s'appelle Bolloré Logistics parce que M. Vincent Bolloré a souhaité adosser son nom à la marque. Donc c'est un événement relativement important et qui est donc une filiale et en vous présentant qu'est-ce qu'on fait, dans quel pays nous sommes implantés et quelles sont nos ressources. Alors le commissaire en transport international, vous avez ici un texte qui reprend à peu près le texte légal qui définit l'activité.
C'est un organisateur de transport, c'est un intermédiaire chargé en son nom propre, mais pour le compte d'un expéditeur, de faire parvenir la marchandise à son point de destination en gardant la liberté des voies et moyens et étant à ce titre débiteur d'une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous intervenons auprès des exportateurs qui nous confient une marchandise à transporter d'un point A à un point B. L'objectif, c'est de transporter par les moyens les moins coûteux et les plus rapides à destination. Alors évidemment, ça se fait par voie aérienne et par voie maritime, donc on a les deux activités. Et nous, en tant que, là, l'intervention d'aujourd'hui se situe essentiellement au niveau des transports maritimes et aériens, ce qui veut dire que, par exemple, les transports routiers, les transports fluviaux, nous ne sommes pas, c'est pas tout à fait notre activité. Une fois que nous avons défini le commissionnaire en transport, c'est bien évidemment, compte tenu de la taille de notre entreprise, c'est la globalisation des marchés. Les flux deviennent de plus en plus nombreux dans le monde. Vous avez des continents qui s'échangent beaucoup de marchandises. On verra dans un diapositive, on a essayé de regrouper l'ensemble des flux mondiaux, qui vous donnera une idée relativement précise là où il y a le plus de transport dans le monde. Et évidemment, dans un contexte de concurrence qui est très, très accru, parce que les industriels, entre eux, ont pour obligation de vendre le plus vite, d'être de plus proche de ses clients, et du coup, le rôle que nous avons, nous, commissionnaires en transport, devient un rôle crucial dans le débit de leur marchandise. Ça veut dire que nous devons être performants de manière à ce qu'eux soient également performants. Nous avons, l'objectif, c'est d'acheminer les marchandises au bon endroit, au bon moment, au meilleur coût, le tout associé à une démarche environnementale responsable. Ça veut dire quoi? Bon, avant, il y a à peu près une dizaine d'années, la dernière partie de la phrase n'était pas prise en compte. La démarche environnementale, c'était un événement qui n'était pas, c'était pas un élément crucial de la prestation de service. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les clients eux-mêmes exigent que nous ayons une démarche environnementale et bien évidemment, du coup, on met en place des équipes qui répondent également à ce besoin. Mais enfin, l'idée de base, c'est très simple, c'est acheminer une marchandise le plus rapidement, le moins cher possible et dans les moyens les plus sûrs, bien évidemment. Pour cela, il y a 3 enjeux. Il y a l'intégration des processus, il y a la coordination des acteurs, une totale visibilité des opérations. Alors il faut savoir que nous, le commissaire en transport, n'est pas propriétaire de ces outils. Ça veut dire que nous ne possédons pas d'avions, nous ne possédons pas de bateaux, mais nous avons des contrats avec ce qu'on appelle les compagnies aériennes, bon, le cargo bien évidemment, et les compagnies maritimes. Nous ne sommes pas donc propriétaires de nos outils et nous avons des accords globaux annuels de chargement avec les compagnies aériennes et les compagnies maritimes. Et ce sont cette volumétrie avec les transporteurs qui nous permettent d'obtenir des prix et des prix qui soient relativement compétitifs. Une totale visibilité des opérations, on le verra également un peu plus tard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients de nos jours, vous savez que bon, l'Internet, l'évolution numérique, les moyens techniques qui sont mis en place de plus en plus, exigent à ce que nous apportions de l'information à nos clients, qu'ils soient basés à Singapour, qu'ils soient basés à New York ou qu'ils soient basés en Australie. L'information doit être la plus fluide possible et pratiquement instantanée. Donc ça signifie que les responsables logistiques des entreprises souhaitent avoir une visibilité globale de leur envoi. Ça veut dire que s'ils ont une usine qui est basée en Corée et ils vendent à leur client qui est basé en Angleterre, ils veulent savoir exactement quand le conteneur est parti, quand le conteneur est arrivé, quand il va être dédouané et quand est-ce qu'il est livré chez leur client. Donc ceci nécessite évidemment de notre part toute une mise en place de 2 outils informatiques en accord cela avec le client. Notre marché, c'est le commerce mondial, le commercial en transport. Alors là, on vous parle des gros, c'est-à-dire la quinzaine de nos gros concurrents. Nous, par exemple, on est le premier français, 5e européen, 10e mondial.
c'est à peu près le rang qu'on nous donne. Le rang, il est donné en fonction du nombre de conteneurs que nous traitons dans le monde. Il est donné en fonction du tonnage que nous faisons en aérien et également avec le chiffre d'affaires que nous réalisons. Donc ce tableau est un tableau qui est relativement intéressant parce que vous voyez, on a repris les flux qui existent dans le monde. Alors quand vous prenez le chiffre le plus grand, c'est-à-dire 31,2%, 31,2%, ce chiffre signifie que 31,2% des flux se passent en intra-Europe. Donc évidemment, c'est un élément très important. Ça signifie que tous les politiques qui ont mis en place il y a à peu près, depuis le traité de Rome, que vous connaissez, eh bien petit à petit, les pays se sont joints au traité, c'est devenu la communauté européenne, donc suppression des barrières douanières, donc fluidité des marchandises, et évidemment, et la liberté de transporter sans dédouanement, sans de prérogatives de douane et de taxes. Et ce qui fait qu'évidemment, c'est devenu le continent où les flux de marchandises évoluent de plus en plus, c'est devenu le plus grand. Donc vous voyez que 13,9% c'est de l'intra-Asie, de Japon, les Japonais qui vendent aux Taïwanais, les Chinois qui vendent aux Coréens, et c'est un flux de l'intra-Asie. Et ensuite vous avez les échanges entre les continents, c'est-à-dire par exemple que les échanges entre l'Asie et les États-Unis représentent 8,2%, et les échanges intra-américains 7%. Bon, évidemment, c'est un chiffre qui peut évoluer. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés au travers des valeurs des déclarations de douane, de la valeur des marchandises. Ça évolue en fonction, bien évidemment, des taux de change. Ça évolue en fonction des demandes, des situations géopolitiques. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de là où les flux de marchandises se font dans le monde. Là, c'est l'évolution qui a été mise en compte. Bon, on est arrivé à 2013, et vous voyez par exemple la première ligne en bleu en intra-Asie, et bien l'intra-Asie de 20%, on est passé à 26%. Donc ça veut dire que les flux intra-Asie ont augmenté. Donc la tendance, elle est par exemple le intra-Amérique, par contre elle est en baisse de 20%, ça c'est descendu à 16%. Et pour le reste, c'est relativement stable. Sachant que l'Afrique, qui est un continent qui a été pas mal délaissé, il est prévu en 2050 qu'il y ait en Afrique l'équivalent entre 300 ou 400 millions de consommateurs potentiels, ce qui évidemment risque de faire changer toutes ces courbes et que les commissaires en transport s'intéressent de plus en plus à ce continent. Je vous parle de l'Afrique parce qu'évidemment Bolloré a une place un peu particulière au sein de ce continent. Donc voilà, vous avez une idée de ce que nous faisons, de quel métier, organisateur de transport, c'est à peu près le résumé qu'on peut faire, hein, un organisateur de transport de marchandises. J'ai tendance à dire de temps en temps que nous sommes une agence de voyage, mais pour les marchandises, avec tous les procédés avec tous les process qui sont mis en place autour d'un transport. Donc le meilleur exemple, c'est le groupe de Bolloré Logistique. Bolloré, Monsieur Vincent Bolloré, la famille Bolloré, vous la connaissez bien évidemment. Vous la connaissez de plus en plus, puisque maintenant, Vincent Bolloré a repris les activités de Vivendi. Et Vivendi, maintenant, il commence à être connu du grand public, puisque le plus connu, c'est Canal+. Donc du coup, il s'est intéressé à Canal+, il est devenu beaucoup plus médiatisé. Et en revanche, il a d'autres activités par ailleurs, chose qu'on va voir, dont notre division à nous. Donc voilà, vous avez le groupe Bolloré qui est notre actionnaire. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est une grosse multinationale, c'est la 500e multinationale dans le monde, ce qui n'est pas rien. Et la grosse particularité, c'est que la famille détient 70%, je répète, 70% de l'actionnariat. Donc c'est pas très commun quand même. Donc nous sommes un acteur majeur dans le domaine des transports et de la logistique avec un réseau global. Nous avons des systèmes d'information et nous sommes également concernés par le développement durable. Comme je vous disais, c'est un élément à tenir de plus en plus compte.
Nous sommes c'est une compagnie qui a été fondée en 1822, c'est un groupe familial, 54 000 employés, 155 pays, un chiffre d'affaires global de 10 milliards d'euros, qui se distingue par une division, les transports et logistiques, une division qui est Havas. Havas, je pense que vous connaissez. Avant, c'est une grande société de communication. Je crois savoir que c'est le 5e mondial. Et qui, par ailleurs, il y a, si vous prenez le métro, de temps en temps, vous avez un journal qui vous est distribué gratuitement, qui est Direct Matin. Et bon, ça appartient ici au groupe Bolloré. Et il y a par ailleurs d'autres activités que je ne connais pas, je ne les connais pas toutes. Ensuite, on fait du stockage et de la distribution d'électricité. Alors, en revanche, là, c'est un élément que vous connaissez parfaitement, parce que vous avez la Blue Car. Vous savez, la petite Bolloré là, que vous louez, eh bien, c'est une création de Vincent Bolloré. Et en fait, l'idée de base part du fait qu'il a investi depuis à peu près une quinzaine d'années sur les batteries. Et tout son effort a été déployé pour la recherche de batteries avec une durée dans le temps. Et maintenant que ces batteries-là sont devenues opérationnelles après des investissements en millions et des millions d'euros, eh bien, il a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la petite voiture que vous louez peut-être vous-même de temps en temps. Bon, et d'ailleurs, ça vient de... et maintenant, on commence même à exporter, puisque la ville d'Indianapolis, aux États-Unis, a signé un contrat pour utiliser ce système de voitures en location. Et ensuite, il y a Vivendi, il est rentré dans Vivendi et c'est Canal+, c'est les sociétés à Hollywood. Enfin bref, c'est une entreprise qui est de plus en plus avec toutes les participations. Maintenant, nous parlons dans la division logistique et transport auquel j'appartiens. Bolloré Logistique, c'est ma division, c'est la division de commissaire en transport. C'est un vrai opérateur, comme je vous l'ai indiqué dans la première partie de mon intervention. Nous sommes donc dans les 10 mondiaux, premiers 10 mondiaux. Nous faisons un chiffre d'affaires de 4 milliards et nous avons pour obligation, pour exister et pour conquérir des parts de marché, d'avoir un développement mondial et nous devons avoir une présence dans tous les pays et dans tous les continents. Ensuite, nous sommes également des opérateurs les ports dans les villes, un opérateur portuaire. Nous avons 17 concessions, surtout en Afrique, notamment par exemple le port d'Abidjan, le port de Douala, tous les ports africains. C'est relativement historique, mais un effort est fourni de plus en plus pour essayer d'obtenir la concession des ports. Ce qu'on appelle la concession des ports, c'est-à-dire lorsque vous avez des navires qui arrivent dans un port, eh bien, il faut un opérateur au sein de ce port. C'est l'entité qui décharge le conteneur, qui met les conteneurs dans les terminaux, qui met à disposition des clients et toutes les opérations qui se font à l'intérieur du port. Ensuite, nous avons également un élément relativement intéressant, c'est Bolloré Railways, c'est le rail. Curieusement, vous savez, la France, pendant très longtemps, a été présente en Afrique. Là, je vous parle des années avant 1960. Et il était déjà, à cette époque-là, question de mettre en place des systèmes ferroviaires qui étaient prévus dans les plans de relier l'ensemble du continent ouest africain, le francophone. Bolloré donc a repris cette activité et aujourd'hui il est en train de construire tout un système de rails en Afrique de l'Ouest qui va du Bénin au Cameroun et qui continue dans tous les autres pays. Et c'est un investissement relativement lourd. On parle de quelques centaines de kilomètres de construction de rails et qui demande de la part du groupe de gros investissements avec des lignes, des nouvelles lignes qui permettront évidemment de contribuer au commerce ouest-africain, sachant qu'il y aura des voies ferrées qui pourront lier les pays entre eux et donc communiquer, donc faire des échanges, donc avoir une croissance.
Et ensuite, pour terminer, nous avons une petite unité qui s'appelle Bolloré Énergie qui fait la distribution de fuel. C'est une fuel domestique, avec surtout en France, et je crois on a aussi des filiales en Suisse et en Allemagne. Donc le Bolloré Logistique, notre réseau. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là en tant que commissaire en transport, nous sommes le 10e mondial, nous avons une quinzaine de concurrents. Nos concurrents s'appellent comment? S'appellent Kühne + Nagel, c'est des noms qui ne doivent pas vous dire parce que ce sont des noms qui sont plus liés au métier, Panalpina, ce sont Seva, des Américains, Nippon Express, des Japonais, vous avez des Allemands comme Schenker. Bon, ce sont tous nos concurrents, mais nous, on a pour objectif de devenir 5e mondial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire étoffer notre réseau de plus en plus dans tous les pays où nous ne sommes pas, et surtout répondre aux besoins de nos clients là où ils sont, dans le monde. Donc on traite 150 000 tonnes, c'est un peu l'unité de mesure dans nos métiers. On a à peu près 835 000 TEU, c'est-à-dire équivalent 20 pieds de conteneurs. Vous avez les conteneurs 20 pieds et 40 pieds, vous en avez d'autres. Et on traite 1 600 000 m² d'entrepôts. Nous sommes présents dans 102 pays, 103 maintenant, puisqu'on a ouvert dans un pays récemment où on n'y était pas, c'est en Autriche. On a eu l'opportunité une opportunité qui s'est présentée, et du coup, c'est le 103e qui n'est pas employé. On a 21 000 employés et nous avons 612 sites. Ça va vous paraître comme ça, 612 sites présents. Par exemple, en France, on en a une cinquantaine, on en a pas mal en Afrique, on en a dans tous les pays asiatiques, mais il faut bien vous dire que chaque site doit aujourd'hui être lié sur un plan informatique. Nous devons tous avoir les mêmes systèmes. Parce que la clé de la réussite aujourd'hui, c'est pas uniquement, comme on l'a dit dans la définition, de transporter au moindre coût, le plus rapidement et dans les meilleures conditions, mais également transmettre de l'information. Et l'information devient un élément clé auprès de nos clients, et cela nous oblige à avoir des systèmes informatiques et donc des gros investissements dans tous les sites. Lorsque vous avez par exemple sur le 612, vous en avez une cinquantaine qui ne sont pas forcément liés sur un plan informatique, du coup on n'a pas la possibilité d'informer le client sur les sites où ils ne sont pas liés avec le système informatique. Donc ça oblige de faire des rapports manuels, ce qui évidemment, et de nos jours, devient contre nature. Nous avons sectorisé nos clients par type d'activité. Et ce sont nos clients. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans le télécom, on a des clients qui s'appellent Nokia, Alcatel, que vous connaissez tous, ou Huawei, le chinois, qui émergent. Hein. Ils sont partis de rien il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, ils ont des prétentions mondiales. Vous avez Siemens, HP, les ordinateurs. Donc on a segmenté les activités parce que chaque type de client a besoin d'avoir en face un prestataire de transport qui, lui, comprend ses besoins spécifiques. On ne transporte pas, par exemple, des produits informatiques comme HP au même type que des parfums de Chanel. Donc, ça veut dire que nos équipes connaissent également la nature de la marchandise et du client et se spécialisent dans le transport du domaine spécifique. Le gros exemple, nous sommes très reconnus dans le monde dans l'aérospace et la défense. Sachant que vous avez la société Airbus qui est implantée à Toulouse et du coup c'est pratiquement le premier mondial qui produit des avions. Du coup vous avez des usines et des entrepôts Airbus dans le monde, et nous on s'est rapproché de notre client, on a fait des implants dans les usines, on a fait des implants dans les entrepôts pour servir l'industrie aéronautique, et nous sommes très reconnus dans ce domaine. Et vous avez également les détails, L'Oréal, dans le domaine pharmaceutique, qui est encore plus compliqué que ce qu'on le croit, parce que transporter des produits pharmaceutiques nécessite une très grande connaissance et surtout des outils qui sont adaptés, notamment avec la fraîcheur, les températures, avec tous les éléments qui vont autour. Donc c'est une gamme service
c'est une gamme complète de nos services. On fait du fret maritime, aérien, c'est en porte-à-porte, on a de l'express. Bien évidemment, lorsqu'on fait de l'international, nous devons être en conformité avec les problèmes de douane, aussi bien à l'export qu'à l'import. Lorsque vous faites une exportation qui part d'Angleterre et qui arrive en Corée, vous avez une douane export en Angleterre et vous avez une douane import en Corée. Donc nos équipes doivent savoir exactement les procédures par pays, aussi bien à l'import qu'à l'export. C'est un élément très important parce que ça fluidifie ça doit pas être un frein, un obstacle à la prestation de service. Donc nous devons également anticiper. Bien évidemment, compte tenu des éléments de sécurité ces derniers temps, nous devons sécuriser notre cargo. Autour du transport, nous proposons également de la logistique. Ça veut dire que lorsque vous avez des clients qui veulent transporter, je prends l'exemple que je connais bien de Dubaï, vous avez beaucoup de clients qui exportent vers Dubaï, mais en fait Dubaï n'est pas une destination finale, Dubaï devient une plateforme, et de cette plateforme, ensuite on redistribue dans tous les pays du Golfe. Donc nous devons également, en tant que prestataire de services, nous devons apporter des outils auprès de ce type de demande, chose que nous faisons au quotidien. Ensuite, il y a le pilotage des flux. Lorsqu'on va encore plus loin dans la démarche avec le client, c'est-à-dire le client il nous dit « vous gérez l'ensemble de mes flux qui inclut l'entreposage et la logistique », ça veut dire que dans ce cas-là, nous devons être en mesure non seulement de leur faire le transport, mais de leur apporter des solutions de pilotage de flux. Et ça peut être sur un plan global. Et ensuite, on a également une division qui sont les projets industriels. Lorsqu'on parle de projets industriels, c'est un peu la partie noble de notre transport. Ça veut dire que lorsque vous avez une usine qui est fabriquée, ou bien vous avez un réacteur nucléaire à transporter, qui sont surdimensionnés, du type des diamètres de 12 mètres, des poids qui excèdent 50-60 tonnes par pièce unique, évidemment ça nécessite une ingénierie toute particulière et c'est une division à part dans notre prestation, dans la palette que nous pouvons offrir à nos clients. Alors bien évidemment, l'ensemble de la prestation nous oblige à d'assurer le contrôle complet des opérations. Ça paraît dans un premier temps relativement simple de dire bon, on va transporter un conteneur ou bien une expédition aérienne d'un pays à un autre, mais cela nécessite tout un process, et ce process exige de la part de nos équipes une écoute par rapport à la demande de nos clients et de mettre en place pratiquement du coût humain, ce qu'on peut appeler du coût humain, en fonction de leurs demandes. Donc c'est la gestion des douanes. Je vous donne un exemple, lorsque vous avez des produits qui sont exempts de droits de douane en l'importation de la Chine pour l'Europe, eh bien ce sont des éléments que nous devons anticiper, suggérer aux clients, lui dire attention, si vous déclarez tel type de marchandise selon un HS code, l'HS code étant, vous savez que chaque produit au niveau des douanes a un numéro, et ce numéro, donc on peut très bien dire que le type de produit, on déclare un code que nous proposons, et ça leur évite de payer des droits de douane par exemple. Donc ça, ce sont des prestations que nous devons également fournir à nos clients. La mise en place des KPI et des tableaux de bord qui deviennent de plus en plus compliqués. Pourquoi? Un KPI étant un Key Performance Indicator, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, les clients veulent mesurer notre activité et en général, ils nous demandent d'avoir au-delà de 95% de réussite. Ça veut dire que 95% des expéditions doivent se passer tout à fait dans les délais initialement impartis et avec une obligation de résultat. Donc le KPI, avec les outils informatiques qui se développent de plus en plus, eh bien, plus on en donne, plus ils en demandent, et plus on en demande, plus on est obligé d'en donner. Bon, c'est un peu la course en avant, mais c'est comme ça, et quelque part, ça permet d'avoir une meilleure visibilité, et puis surtout, ça permet à nos clients de mieux gérer l'ensemble de leurs flux. Donc nous avons créé des plateformes régionales. Bon, évidemment, on va là où il y a des structures d'accueil qui peuvent servir, et surtout, évidemment, là où nos clients sont intéressés d'avoir des implants et des hubs. Par exemple, on ne va pas aller s'implanter, faire des propositions en Ulaanbaatar. Il n'y a rien, il n'y se passe.
Donc Ulaanbaatar, ça sera une expédition ponctuelle. En revanche, lorsqu'il s'agit des distributions comme Singapour, Singapour est une plateforme capitale très importante. On a même fait un investissement d'un entrepôt de 35 millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est un des cas rares où nous avons réalisé un investissement en propre, ça appartient au groupe. Et Singapour est un hub qui est essentiel pour un développement en Asie. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas de possibilités suffisamment à la hauteur à Singapour, eh bien ça voudrait dire que vous n'allez pas réussir en Asie, tout simplement. Donc on a une obligation d'avoir des structures, de mettre en place des structures, des hubs dans les endroits les plus importants dans le monde, et bien, par exemple à Singapour, à Dubaï, évidemment à Paris, où nous avons à Johannesburg en Afrique du Sud, qui est pratiquement la plaque tournante de l'ensemble de l'Afrique du Sud. Lorsque vous faites des expéditions vers la Namibie, vers la Zambie, vers ces pays-là, vous passez par Johannesburg, qui est la plateforme de hub local. Évidemment à Miami, qui elle est en relation avec le continent sud-américain. Et si demain il y a d'autres hubs et des endroits dans le monde qui nécessitent une implantation, on l'a fait également et on s'installe. Alors évidemment, l'information est la clé du succès. Donc on a mis en place un élément qui s'appelle Link. Et Link, c'est très simple. Aujourd'hui, vous savez, quand vous faites une opération de transport avec FedEx en courrier, vous rentrez votre numéro et vous savez exactement où se trouve votre pli, quand est-ce qu'il est livré et qui l'a signé. Et bien à peu près c'est ça. Donc tous les clients nous demandent aujourd'hui d'avoir des systèmes de tracing, ce qu'on appelle le tracing, et donc qui leur donne la possibilité au-delà de l'expédition, mais également la visibilité sur les stocks, sur les référencements, sur les purchase orders, sur l'ensemble des informations qu'ils souhaitent en live, en direct. Et on pousse même plus loin, c'est-à-dire qu'on fait du EDI, et l'EDI étant, c'est du Electronic Device Information, c'est Data Information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se passe par voie électronique, et non plus par voie manuelle, et non plus par mail. Tout par voie électronique. C'est un élément capital pour parvenir à garder nos parts de marché et gagner davantage. Voilà. Alors là, bon, c'est encore une phase au-dessus, ça veut dire que maintenant, eh bien, au travers de votre mobile, vous avez toutes les informations, vous allez si je puis dire, le client il va à la piscine, entre deux petites baignades, il revient, regarde si son colis est arrivé, si son compteur est arrivé, ou bien s'il a un problème avec la commande en question. Donc tout cela, on est obligé de l'apporter, de le donner au client, et que c'est la révolution technique et ça ne s'arrête jamais. Parce qu'aujourd'hui même, on a mis ça en place qui est pratiquement, on va dire, dernier cri, mais dans les 2 ans à venir, ça sera obsolète. Donc il faut déjà réfléchir à ce qu'on doit proposer dans les 2 ans à venir. Donc on a également, évidemment, de l'éthique, tout ce qui est relatif à l'environnement. Nous devons avoir un code de conduite. Il s'avère que le groupe Bolloré, on a depuis 2003, on est membre du comité d'éthique des Nations Unies, donc ça nécessite tout un enregistrement, et c'est des éléments qui sont très importants dans la mesure où lorsqu'on travaille avec des pays où l'éthique n'est pas forcément une référence, des compagnies comme les nôtres, on se doit de respecter l'environnement pour les transports en termes d'écologie et également en termes d'éthique. Voilà, ça c'est pour la situation, le carbone. Aujourd'hui, vous avez par exemple c'est vraiment à l'ordre du jour. Au lieu de faire un transport, un préacheminement, ce qu'on appelle un conteneur entre l'usine et le port, ce qui se fait souvent par la route. Donc, si ça se fait par la route, ça veut dire que vous allez consommer tant de carbone. Eh bien, si vous avez des solutions rail ou des solutions par voie fluviale, eh bien, on doit leur apporter l'économie que nous avons réalisée en carbone pour chaque expédition. Tout cela cumulé, ça veut dire que nos clients respectent également l'environnement. C'est l'objectif de ce volet
le calculateur du CO2 et ensuite compensation en carbone. C'est un élément qui, il y a une dizaine d'années, n'était pas du tout pris en compte. De nos jours, ça prend de plus en plus d'ampleur et ça devient une exigence de tous les clients. Et les clients eux-mêmes s'imposent ce type d'économie de carbone. Et je vous cite les plus grands, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser, tout cela, vous les citez. Il y a une exigence de leur part d'économie du carbone. Voilà, bon, ce que nous, la grosse différence avec nos concurrents, on est assez réactif, on est une société relativement neuve, on a des outils informatiques qui sont très, très adaptés, et un élément majeur qui est une grosse distinction avec tous nos concurrents, c'est notre implantation africaine. Il s'avère que du fait que l'Ouest africain était francophone, la France avait des relations privilégiées avec l'Afrique de l'Ouest, et on a gardé toute cette marque, cette empreinte que nous avons en Afrique, et nous avons réussi non seulement à garder l'Afrique de l'Ouest francophone, mais également être présent en Afrique de l'Est anglophone, et également en Afrique du Sud, et également en Afrique du Nord. Donc c'est la grosse différence avec nos concurrents. Alors quand on part du principe que d'ici 2050, vous allez avoir entre 3 et 400 millions de consommateurs potentiels en Afrique, vous pouvez imaginer que pour nous, ça représente un gros potentiel de réussite, et que nos investissements en Afrique restent très importants. Donc voilà, approximativement, une idée sur ce que nous faisons en transport, le commissionnaire du transport, et l'exemple qui est le groupe Bolloré Logistique. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif du groupe est de venir du 10e mondial au 5e mondial, et ce, par la croissance interne, mais également, ça passe par une croissance externe lorsque les opportunités se présentent. Voilà. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Alors j'ai une question, vous avez beaucoup parlé de la position dominante de Bolloré en Afrique. Donc j'aimerais bien savoir quelle est votre stratégie d'implantation, notamment quand vous avez des concurrents comme le groupe de Dossou, et au niveau politique, en fait, tout ce que ça engendre, parce que Bolloré, on en entend beaucoup parler, et au niveau des appels d'offres, vous en remportez à chaque fois. Quelles sont vos stratégies et sur quels critères vous remportez tous ces appels d'offres? Le groupe donc, est implanté depuis très longtemps, donc un savoir-faire africain. Ça veut dire que depuis 30, 40, 50 ans, sachant que nous sommes implantés bien avant nos concurrents, donc on a une connaissance des pays et un savoir-faire local africain. Donc l'activité, en fait, la question elle est plus liée aux activités portuaires et ferroviaires. Il faut savoir que tous les gouvernements en Afrique, quels qu'ils soient, sont intéressés d'avoir des investisseurs et des investisseurs privés qui viennent participer au développement économique du pays concerné. Mais il s'avère que le groupe Bolloré, du fait de sa connaissance et du fait de son expertise depuis très longtemps, lorsqu'il s'agit de faire des investissements, eh bien, contrairement à beaucoup d'autres de nos concurrents, il réalise l'investissement, souvent en relation avec les gouvernements en place. Par exemple, lorsque vous avez la concession d'un port, vous obtenez la concession, c'est pour une trentaine d'années, c'est pas pour 2 ou 3 ou 4 ans. Donc ça veut dire que c'est une vision à long terme, et ceci est particulièrement apprécié par les pays africains parce que les investissements privés du groupe Bolloré permettent d'avoir une croissance économique dans tous les pays où ils sont présents. Bonsoir, je m'appelle, voilà. Je voulais vous poser une question. Pensez-vous que cette hégémonie de Bolloré en Afrique, justement, est plus due aux faits historiques et que maintenant qu'il y a de nouveaux concurrents, le groupe ne devrait pas revoir sa stratégie
Je vous dis ça par rapport, j'ai eu la chance de faire mon stage pour Total dans le département de transport et logistique en Centrafrique, et du fait de la position du pays, on était totalement dépendant de Bolloré Africa. Et vous parliez notamment de la branche ferroviaire, et d'ailleurs c'était aujourd'hui, le premier TGV a été inauguré au Nigeria, et je ne sais pas si Bolloré faisait partie de l'appel d'offres, mais il y avait toutes les grandes boîtes que vous citiez tout à l'heure. Et c'était une boîte chinoise qui a remporté l'appel d'offres. Et je crois que c'est le cas aussi pour une autre, 2 ou 3 autres lignes importantes. Et du coup, voilà ma question. On va pas dire que... Alors, moi je fais partie de Bolloré Logistics, ça veut dire la partie commissionnaire au transport, qui est une division, comme je l'ai indiqué, c'est une division à part. La partie que vous citez, c'est la partie Bolloré Port et Bolloré Rail. C'est-à-dire, ce sont des activités qui sont dans le pays et avec des investissements directs dans le pays concerné. Maintenant, la concurrence, évidemment, est là. Les Chinois, effectivement, sont venus. D'ailleurs, certains ports africains ont été perdus par le groupe Bolloré. C'est les Dubaïotes qui ont pris, je crois, le port de Dakar. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une concurrence. Mais c'est comme ça. S'il n'y a pas un monopole de Bolloré en Afrique, c'est un marché qui est ouvert à tout le monde. La grosse différence par rapport à nos concurrents dans les activités portuaires, c'est probablement notre expérience et notre présence dans les pays depuis très longtemps. Donc évidemment, il faut rester vigilant, mais l'apport et les investissements qui sont réalisés sont à la hauteur des espérances de pratiquement tous les pays africains. C'est un élément à tenir compte. Alors maintenant, moi je vous dis, je fais partie de la Bolloré Logistics, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'actifs en propre dans les pays concernés, mais vous me parlez de pays enclavés. En revanche, nous savons très bien, nous, apporter des solutions adéquates à tous les pays enclavés africains au travers des ports et ce qu'on appelle les corridors, c'est-à-dire que, bon, si vous parlez de Centrafrique, peut-être que Total utilise les services de Bolloré, mais pour arriver jusqu'en Centrafrique, ils doivent passer par le port de l'Afrique de l'Est probablement, je ne sais pas si je me trompe, peut-être Mombasa, et nous avons des services dédiés entre le port et les pays enclavés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des équipes qui, avec leur GPS, avec leur système de communication, sécurisent les transports entre le point d'arrivée au port et le point de destination dans le pays enclavé, qui inclut les process de douane. Donc ça veut dire que pour toute cette expertise, les clients apprécient et nous utilisent dans ces pays relativement difficiles d'accès. Et également en tenant compte des intempéries qui sont des éléments majeurs dans ces pays-là, avec les moussons, qui bloquent les routes. Donc je dirais que c'est une expérience qui est là depuis des années et dont les clients sont contents d'utiliser. Bonsoir. Déjà, merci pour votre intervention. J'aurais 3 questions. J'aurais voulu savoir quel était le bilan carbone annuel du groupe Bolloré. Aucune idée. D'accord. Et si vous avez des projets pour réduire plus justement votre impact. Et aussi, vous avez parlé d'une branche environnementale de développement. Donc j'aurais voulu savoir si vous pouviez un peu plus développer à propos de ça. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est relativement nouveau, donc c'est une obligation. Et moi personnellement, je ne peux pas apporter les réponses d'une manière précise à ce que vous demandez, mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il y a une division qui est créée avec un patron, avec des équipes qui sont au siège et qui ont des annexes là où il faut dans le monde, qui doivent représenter des dizaines de personnes qui travaillent sur le sujet. Et donc eux, leur rôle, c'est de venir et d'apporter des solutions environnementales qui deviennent obligatoires. Voilà. C'est la seule chose que je peux vous dire, mais comment on calcule, aucune idée.
Bonsoir, merci de votre présence. Ma question va être la suivante. Comment est-ce que, au travers donc, du transport et logistique, qui est par essence assez exposé à des envies ou des attaques quelconques, comment vous faites face aux menaces qui peuvent être à l'image de la menace terroriste, ou comment est organisé vos protocoles de sécurité? Comment vous assurez, que ce soit pour les médicaments ou tout autre matériel transporté ou produit transporté, comment vous assurez la sécurité, oui, de vos convois? Alors, nous, on est commissaires en transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas propriétaires de nos... On n'a pas les bateaux, nous n'avons pas les avions. Cela dit, évidemment, lorsque vous avez, on va prendre le cas d'un transport aérien, lorsque vous avez un colis, une palette, elle arrive, on va dire à l'aéroport de Londres, lorsque tous les aéroports dans le monde, compte tenu des menaces terroristes qui ont été mises en place, ont fait des investissements lourds et obligatoires de ce qu'on appelle la sécurisation. Ça veut dire que la palette en question, avant qu'elle arrive dans l'avion, elle est scannée une quinzaine de fois, en long, en large, en travers. D'ailleurs, le client le paye pour ça, parce qu'au début, ce n'était pas une charge qui était connue. C'est à peu près, on le sait, c'est un certain 0,034 centimes du kilo, c'est comme ça qu'on le quantifie. Mais chaque palette, chaque colis, chaque conteneur qui arrive dans un port, dans un aéroport, à n'importe quel moment, est scanné et avec des systèmes de sécurité qui sont mis en place justement pour éviter à ce qu'il y ait ce type de soucis. De plus, lorsque on arrive dans des pays délicats, par exemple, on va dire dans certains pays où on sait que la sécurité n'est pas garantie, notamment entre le port et un pays enclavé, par exemple, du coup, on met une escorte sécuritaire. Ça veut dire qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 personnes armées avec toutes les autorisations nécessaires qui escortent le conteneur ou le convoi, parce que du coup, on en fait pas pour un, on en fait pour un certain nombre. Ça, évidemment, il y a des contraintes, mais on prend des mesures de ce type-là qui permettent d'acheminer en toute sécurité les marchandises. Je dois dire que face à la menace terroriste, et si on prend le nombre de conteneurs qui sont transportés dans le monde et le tonnage qui est transporté dans le monde, on n'a pas eu beaucoup d'échos de menaces terroristes dans ce domaine. Bon, heureusement. Bonsoir, merci pour votre intervention. Avec l'ère de la mondialisation qui nous touche de plein fouet et le développement des échanges, des grands groupes, par exemple comme les États-Unis et l'Europe, font je pense au TPP par exemple, font de nouvelles alliances et de nouveaux pactes pour augmenter encore plus les échanges. Est-ce que ces traités sont une bonne chose pour vous parce que ça augmente l'échange, ou est-ce que ça vous rajoute des contraintes administratives par exemple? D'une manière générale, tout ce qui peut faciliter l'administration, quelque pays qu'il soit, c'est une bonne nouvelle pour tous les transporteurs. Ça veut dire qu'il va y avoir des échanges, et la preuve en est que quand vous avez vu le petit tableau là, qui reprend les flux mondiaux, vous avez vu que c'est l'Europe qui est l'endroit dans le monde où on échange le plus de marchandises. C'est simplement parce que toutes ces contraintes douanières ont été retirées, donc l'échange, le libre-échange a fait son effet. Et évidemment, moins il y a de contraintes, mieux c'est pour tous les transporteurs. Ça veut dire qu'il y a des échanges qui vont avoir lieu, et il y aura donc des transports réalisés. Bonsoir monsieur, Kelly Aka, étudiante en P3. Je voudrais savoir si dans certaines régions, l'instabilité politique ou certains conflits ont déjà eu un impact sur vos activités. Oui, absolument. Absolument, parce que dans certains pays où nous avons des bureaux, et même il y a eu, lorsque des événements majeurs, moi je l'ai vécu à titre personnel, lorsque j'étais à Dubaï en 1993, il y a la première guerre du Golfe qui s'est déclarée, donc on était une toute petite équipe, donc ça va, on n'avait pas un gros bureau de centaines de personnes, on était une petite équipe, donc il y avait un risque pour nous, pour l'ensemble des activités. Évidemment, lorsqu'il y a une guerre ou un événement majeur dans un pays,
Du coup, les flux des marchandises, elles s'arrêtent. Donc là, il faut gérer l'existant. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin au-delà parce que pour des événements qui ne sont pas du contrôle du commissaire en transport. Mais il faut toujours être vigilant pour savoir où se trouve la marchandise. Il ne faut jamais perdre de vue le cheminement de la marchandise. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la marchandise peut après demander des comptes, Donc on bloque l'ensemble de l'activité tant que le problème va être résolu. Donc comme je vous dis, j'étais basé dans le Golfe. La première guerre du Golfe en 1993, lorsque l'Irak a envahi le Koweït, du coup on ne savait pas où ça allait arriver. J'ai reçu un appel du DRH qui me dit « Bon, Kevork, si tu as un souci quelconque, tu prends ton équipe, tu prends ton avion et tu rentres. » Bon, en ayant, voilà, c'est les contraintes un tout petit peu des événements. Mais on va dire d'une manière générale, la méthodologie dans ce type d'événement, c'est d'abord préserver les vies humaines au cas où, parce que ça peut aller très loin. On a connu le cas, je crois, dans un pays africain où du jour au lendemain il y a eu une catastrophe, on ne sait pas pourquoi, des vies humaines étaient en danger. Donc d'abord les vies humaines et deuxièmement garder une équipe restreinte courageuse, qui a pour rôle de contrôler les marchandises qui ont été transportées par nos soins et essayer de les mettre à l'abri par rapport aux événements en cours. J'ai un deuxième exemple à vous donner. J'ai ouvert un bureau au Yémen. C'est pas un pays facile, vous savez, le Yémen, il y avait le Yémen du Nord, le Yémen du Sud en 93, avant. Il y en avait un qui était capitaliste et l'autre marxiste. Donc en fait, en 93, ils se sont fait un peu la guerre. Après, il y a eu un seul pays qui s'appelait le Yémen d'aujourd'hui. Sauf que le Yémen est un pays qui est constitué de plusieurs tribus. Donc, et il y avait un ministère qui gérait l'ensemble des tribus pour avoir un peu la paix avec tout le monde. Et donc, quand ils ont fait la paix, nous, on pensait que dans notre division, vous avez dû voir dans la présentation, on a une division oil and gas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie on achemine la marchandise pour tous les grands pétroliers du monde, les foreurs. Donc tous les foreurs, Total, etc., tout le monde pensait que c'était l'Eldorado, c'était le Yémen. Donc nous, évidemment, comme prestataire, on fait quoi? On essaie de mettre en place une équipe au Yémen et pour servir la majorité de nos clients. Donc c'est chose qu'on a faite. On s'est installé au Yémen, à Sanaa. On a pris tous les contrats. On a pris tous les contrats pendant une période de 3-4 ans. Sauf quand pendant la période de 3-4 ans, il y avait toujours des enlèvements de touristes. En fait, les tribus prenaient des touristes, les prenaient en otage pendant une semaine, et ensuite, un peu bon enfant, une fois qu'ils encaissaient la rançon du gouvernement yéménite, ils relâchaient les touristes. Les touristes avaient passé une mauvaise semaine, mais enfin ils en gardent que des bons souvenirs parce qu'ils venaient tous avec un gros sourire, ayant passé une aventure extraordinaire, jusqu'à ce que ils ont tué 4 Britanniques, 4 touristes britanniques. Là, évidemment, on a reçu une instruction, attention, hop, on remballe tout et on s'en va. Parce que ça veut dire que la situation allait s'envenimer, et dans des situations aussi difficiles comme celle-là, eh bien, des fois, il y a des décisions à prendre qui sont pas évidentes. Je vous suggère, j'ai un petit film, si j'arrive à le faire passer, qui dure 3 minutes, et qui reprend, c'est un film relativement sympathique, et qui reprend, si j'arrive à le trouver. Ah voilà, c'est celui-là. If SDV has become one of the world's top logistics experts, well, it's no coincidence. From its origins as a multimodal shipping company, SDV has now become a global leader in supply chain management. You all know what that means, of course. Only joking. Ooh. SDV is among the top 10 transport and logistic groups in the world. SDV, c'était notre nom jusqu'à il y a 2 mois. Yeah, I guess you're wondering what I'm up to. How would you like to take a little trip? Let's go.
SDV is a specialist in international air and ocean freight. With more than 500 offices on 5 different continents. Hey, how are you? Thanks. Integrated information systems for total traceability of all operations. This way. And logistics platforms at the very heart of global commerce. A network of 28,000 people dedicated to serving medium-sized companies as well as multinationals. Hey. Thank you. Operational hub working round the clock. 365 days a year. Are you still wondering exactly what they do? Thought you might. See this bottle of perfume? This medicine? Or this satellite? Yes, I know, it's very impressive. Well, SDV developed specific solutions, to suit all different types of business, while at the same time ensuring crystal clear supply chain visibility. Be careful, it's fragile. Don't worry, we're used to this. SDV can transport any kind of product by air or sea, while keeping it totally safe and sound. All the way to its final destination. Multimodal transport that understands cost constraints and delivery deadlines. Improvement or transformation of logistics systems. Aware of its clients' needs, SDV designs customized value-added solutions using its extensive knowledge of the latest information technologies. And trust me, that can make all the difference. Our little trip is not over yet. Follow me. SDV is committed to upholding ethical work practices and protecting the environment. Ball. Thank you. No matter what kind of logistics challenge you have to face. With SDV, the journey has just begun. Imagine there's no limit. Voilà, donc SDV, c'était le nom jusqu'en décembre 2015. Et Bolloré a souhaité changer le nom de SDV et adosser son propre nom. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus maintenant sur le transport et la logistique. Une dernière question ou... Non ? Merci beaucoup, Monsieur Tchabarian.